apporter, que je vais vous donner à vous. Vous allez la regarder et vous allez faire des photocopies pour vos camarades. Ok? Je vais vous dire lesquelles des parties vous allez photocopier. C'est des choses qu'on a parlé ici. Parce que j'ai vu que vous avez du mal à prendre des notes. Je comprends très bien que je parle très vite parfois et que c'est compliqué. Ici, c'est écrit d'une manière compréhensible. Je vais vous dire les chapitres que vous allez photocopier pour tout le monde. S'il faut, je vais vous donner l'argent aussi. Histoire d'avoir quelque chose en écrit pour notre cours et de le lire avant notre dernier cours pour qu'on puisse en discuter. Ok? Ça va? Et maintenant, partez pour lire le livre. Non, je rigole. Alors, passons au cours. Partagez ce bouquin, partagez les bouquins, c'est vraiment très intéressant, vous allez voir. Bon, la dernière fois, on a fait du droit pénal. Et on n'a pas pu finir. Et aujourd'hui, on va finir ce qu'on a fait la dernière fois. Et après, on va faire un peu du droit civil. Le droit civil, c'est les règles, les relations juridiques qui existent entre des personnes privées. Vous savez bien, dans le droit constitutionnel et le droit public, c'est entre une personne privée et une personne publique, ou l'État lui-même. Et dans le droit civil, c'est entre personnes privées, c'est-à-dire entre personnes ordinaires. Et dans le droit pénal, comme on a vu la dernière fois, c'est entre une personne privée et la loi pénale qui délimite des infractions, vous vous souvenez du principe de l'égalité, et qui donne les sanctions si quelqu'un a fait du mal. C'était comme ça, n'est-ce pas? Le crime, en langue juridique, on l'appelle infraction. Infraction. Par ailleurs, il y a un autre livre qui est sur le droit pénal et qui est de la très grande littérature. Ce n'est pas la littérature française, mais la littérature russe et qui parle du crime. Est-ce que vous pouvez deviner qui c'est? Crime et châtiment. Crime et châtiment. Je l'ai lu. C'est qui l'a écrit? Dostoïevski. Mais je ne vous l'ai pas apporté parce que ça fait 900 pages. Mais c'est un bouquin excellent. Il est difficile en bulgare aussi. Il est difficile en bulgare, il est difficile en français, mais il est très important à lire. Oui, je l'ai lu. Vous l'avez lu? Vous pouvez nous dire avec quelques mots de quoi il s'agit, vous vous souvenez? Le personnage principal du roman est Raskolnikov. Oui. Et il fait quoi, Raskolnikov? Il assassine une vieille dame. Une vieille femme qui est propriétaire. Exactement. Ça se passe dans les premières 10 pages. Et après, qu'est-ce qui se passe dans les secondes 880 pages? À l'intérieur de son âme, de son esprit. Exactement. Et à la fin, il se dimensionne. Dans le crime et châtiment, tout ce qui se passe dans la tête du personnage. Il est châtié. Vous connaissez le verbe châtier en français. Ça veut dire puni. Châtier, ça c'est puni. La casa. Il est châtié par ses propres remords et par la peur de la sanction. Et il commence à paniquer de ce qui va se passer ensuite. C'est un châtiment intérieur. Et à la fin, est-ce qu'il a été condamné? Oui, il a été condamné, mais il a une peine moins légère parce que beaucoup de gens ont témoigné en sa faveur. Vous avez agi moralement. Finalement, ce qui s'est passé, c'était moins dur de ce qu'il imaginait. Enfin, son châtiment personnel était beaucoup plus sévère que le châtiment de la loi. Et il trouve l'amour aussi. Et il trouve l'amour aussi. J'ai lu les frères Karamazov aussi de Dostoïevski. C'est encore plus difficile, frère Karamazov. Et il y a aussi un des frères qui est accusé d'avoir tué le père. C'était pas lui. Chez Dostoïevski, il y a toujours un meurtre, presque toujours. Vous devez lire aussi L'Idiot.
Je ne l'ai pas lu, mais... Mais Frère Karamazov, c'est sur la religion. C'est sur l'idée, Je me rappelle. c'est le rapport entre... C'est aussi lié à notre cours, parce que c'est aussi le rapport entre une personne et un ordre de règles. Mais dans ce cas-là, c'est un ordre de règles religieuses et pas juridiques. C'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce qu'il fallait que j'écrive? Ah oui, infraction. Infraction. En droit français, ce n'est pas la même chose qu'en droit bulgare. En droit bulgare, on parle du crime. Prestaplenie, crime. On a un mot. En droit français, ils ont d'un côté les crimes et de l'autre côté les délits. Crime et délit. Voilà, la différence, c'est que les délits sont généralement un peu plus légers et sont moins sévèrement punis. Les crimes sont plus sévèrement punis. Et les délits peuvent être aussi réglementés d'une manière un peu différente que les crimes. Mais peu importe, en droit bulgare, cette différence n'existe pas, on n'a que des crimes. Par ailleurs, notre code pénal bulgare est écrit en 1968. Et depuis, il y a toujours un débat entre juristes, est-ce qu'il faut introduire aussi une telle différence ou pas? Il y a aussi un troisième mot qui est important, c'est la contravention ou l'amende, ce qu'en bulgare on va dire globa. Ou amende. Това са синоними. Oui. Bon. Ce sont tous des agissements prohibés, mais par rapport à leur dangerosité pour la société, sont punis d'une manière plus ou moins légère. Par exemple, les contraventions, c'est les moins dangereux. C'est, on peut dire comme exemple, conduire un peu plus rapidement que c'est permis, n'est-ce pas? Le délit, c'est un peu plus lourd et il peut aussi être puni par une peine de prison, mais jusqu'à 3 ans. Et les crimes, c'est vraiment les choses les plus lourdes qui peuvent aller jusqu'à la prison à vie. Vous me suivez? Tout ça, on peut appeler avec le terme générique infraction. Infraction, ça veut dire ne pas respecter la loi pénale. En bulgare, infraction pourrait être traduit comme закононарушение. Alors, mais comment faire la différence entre une infraction qui donne lieu à la responsabilité juridique et une erreur? Par exemple, prenons le sac à main. On va dire ce sac à main. Je peux le voler ou je peux le prendre par erreur, en croyant que c'est le mien parce qu'il ressemble de la même manière. Et en bas, il y a un policier, un flic, il m'arrête avec un sac en main qui n'est pas à moi. Et moi, je dis, voilà, je l'ai pris. Comment faire la différence entre le vol et l'erreur? Par exemple, si on a volé le sac et si le policier nous arrête, on va être paniqué, on va vouloir... Il va comprendre comment. Par nos expressions et comment on réagit à ces questions. Ouais. Bon, moi, j'apprends de vous. Je ne sais pas si vous apprenez de moi, mais moi, j'apprends de vous. Oui, c'est à peu près ça. Mais ça veut dire qu'on est coupable. Si on essaye de mentir aux policiers. Et qu'est-ce que ça prouve? Qu'on a volé. Oui, ça prouve qu'on a voulu voler.
C'est-à-dire qu'on ne s'est Oui. pas trompé, Oui. mais qu'on a eu une conscience qu'on fait quelque chose d'interdit. C'est pour ça que chaque infraction a deux éléments constitutifs. Un élément matériel et un élément psychologique. Pour être condamné d'un crime, il faut que le procureur prouve que déjà j'ai fait quelque chose, c'est l'élément matériel, et que je l'ai fait en conscience de commettre un crime. Oui. Le meurtre involontaire est quand même puni de prison. Oui, je vais vous expliquer les exceptions. Chaque principe a des exceptions. Le meurtre involontaire peut être puni, pas toujours. Mais le principe, c'est que pour que je sois condamné, il faut l'élément matériel et l'élément psychologique. Et le procureur, celui qui va m'accuser, doit prouver que j'ai pris votre sac, ça c'est facile, mais aussi que j'ai voulu le prendre. Et pour le prouver, il va prendre les éléments que notre camarade a dit. Il va dire, on voit qu'il ment, quand il a dit que c'est pas... Oui, dites-moi. Ah, monsieur, ces deux éléments sont pour être punis. Oui, ce sont 12 éléments qui constituent l'infraction. Infraction, c'est égal à élément matériel plus élément psychologique. Ok? Oui, merci. Parfois, on appelle l'élément psychologique l'élément moral aussi. C'est la conscience. C'est l'idée de commettre un crime. Par exemple, prenons le meurtre par exemple. C'est vrai que le meurtre par lui-même est tellement dangereux pour la société, c'est ôter la vie de quelqu'un, que même fait par accident, il est puni. Mais il est beaucoup plus sévèrement puni si c'est un meurtre prémédité, c'est-à-dire volontaire. Il a des accidents qui sont tellement graves, oui. En fait, je crois que la différence, c'est on dit assassinat pour ces pénalités. On peut dire assassinat ou Assassinat, c'est prémédité. Oui. Et meurtre, c'est pas Meurtre, ça peut l'être. Meurtre, ça peut l'être. Mais assassinat, un assassin, c'est quelqu'un qui a voulu tuer. Un meurtrier, peut-être quelqu'un qui est par accident roulé sur quelqu'un. Il y a des infractions qui sont commises et sanctionnées sans l'élément psychologique. Il y en a d'autres exemples. Par exemple, il y a des professions qui comportent un risque. Par exemple, dans les usines à risque qui travaillent avec des substances qui sont dangereuses. Là, il faut faire preuve d'une vigilance extrême. Et même si on fait une erreur qui cause un dommage, on peut être sanctionné parce qu'on n'a pas fait preuve de vigilance, même si on n'a pas voulu commettre des accidents. Ceci dit, le principe, c'est avoir les deux éléments en même temps. Et bien évidemment, vous comprenez bien que c'est toujours beaucoup plus difficile de prouver l'élément psychologique parce qu'il est intérieur d'une personne que l'élément matériel. Parce que, comme vous savez depuis la dernière fois, tout le temps, on agit dans la présence de la présomption de quoi? Dis non. La présomption d'innocence. Ça veut dire que si on me prend avec son sac, avant de prouver que j'ai voulu le voler, je suis présumé innocent
jusqu'à la cour dit d'une manière définitive que je suis coupable. Ok? Et est-ce qu'il y a d'autres crimes involontaires à part le meurtre qui sont condamnés par la prison? Ah oui. Oui. Je vous ai donné un exemple. Quand vous exercez des métiers, par exemple un médecin, qui sont censés être des métiers qui sont à risque, vous devez faire, on appelle ça une vigilance extraordinaire. Et dans ce cas, certaines erreurs que vous faites peuvent être vues comme une négligence criminelle. On appelle ça une négligence criminelle. Même si on n'entraîne pas la mort. Même s'ils n'entraînent pas la mort, mais s'ils entraînent des séquelles graves, ou s'ils ont même risqué la vie de quelqu'un d'une manière pas proportionnelle, ça peut être traité comme une négligence criminelle. Ce qui est important, parce qu'il y a des cas pratiques innombrables, alors on ne peut pas tout faire, mais c'est le principe qui compte. Et le principe est que ces négligences peuvent être criminelles seulement si elles sont directement et définitivement inscrites dans la loi elle-même, par l'application du principe de l'égalité. Autrement dit, même si vous causez la mort de quelqu'un, si ce n'est pas incriminé d'une manière définitive, vous n'allez pas porter la responsabilité. Mais les codes pénals sont tellement développés depuis des années qu'à peu près tous les agissements sont déjà inscrits dedans. Je vous ai dit, le code pénal bulgare c'est 1968, mais le code pénal français, vous connaissez l'année? 1700 ou plus? Ah. Vous avez entendu d'un monsieur qui s'appelle Napoléon? Oui. C'est sous la règne de Napoléon Ier que la France a codifié ses lois et a fait le code civil en 1804 et le code pénal en 1806. Qu'est-ce que ça veut dire codifier les lois? Oui. Mais aussi, si on voit quelqu'un en train de mourir et qu'on n'aide pas, même si on n'est pas responsable de son état, si on passe son chemin sans l'aider, on peut être jugé pour ça. Très important. Oui. Et pourquoi? Parce que l'élément matériel dans ce cas, ça ne va pas être un agissement, mais une inaction. Il y a des inactions qui sont criminelles. Et vous avez donné l'exemple à type. Si vous passez, vous voyez quelqu'un en détresse ou qui est en train de mourir, et si vous ne l'aidez pas, si vous ne lui portez pas assistance, ou au moins faites quelque chose, appelez quelqu'un pour qu'il lui porte assistance, vous pouvez être responsable de ce qui s'ensuit. Il y a aussi une exception à cette exception, c'est que vous n'êtes pas responsable si il a eu un risque pour vous-même en agissant. Par exemple, si vous voyez, vous êtes à la plage et vous voyez quelqu'un se noyer, mais la mer est dangereuse, ou vous ne savez pas nager très bien, vous n'irez pas l'aider et vous n'allez pas être responsable parce que c'était trop risqué pour vous. Mais si la mer est plate et vous savez nager et vous ne faites rien que regarder comment cette personne se noie, là c'est une inaction qui peut être incriminée. Okay? L'élément matériel peut consister, et la plupart du temps consiste dans un agissement, dans un acte, mais parfois il peut consister dans une inaction, dans une abstinence d'acte. Vous pouvez être criminel ou ne rien faire. Par exemple, si vous êtes témoin d'un cambriolage et vous n'alertez pas la police, vous laissez faire, vous aussi portez la responsabilité ou vous êtes sensible à être traité comme complice. La complicité, comme on l'a dit la dernière fois, est aussi punissable. C'est le fait de ne pas faire l'infraction nous-mêmes, mais d'aider à quelqu'un d'autre à la faire. Il y a aussi la tentative qui peut être criminalisable. C'est la tentative, c'est que je n'ai pas volé votre sac
mais j'ai essayé de le faire. C'est suffisant. C'est suffisant pour que je sois condamné si le procureur de la République prouve que j'ai vraiment eu l'intention de le faire. Pareil, si on sait que quelqu'un commet des crimes, quelqu'un dans son entourage, on ne le voit pas commettre des crimes. Donc c'est pas devant soi, mais on sait qu'il en commet et on ne dit rien. C'est aussi une complicité. Ça peut être traité comme une complicité. Normalement, chaque personne est obligée de saisir les autorités si elle a connaissance des agissements illicites. Mais vous comprenez très bien que dans la vie réelle, ça ne se passe pas toujours comme ça. Vous vous souvenez de l'exemple que je vous ai donné de la femme qui a dénoncé son mari pendant le régime nazi? La ligne à franchir est très difficile à saisir et c'est pour ça que le juge doit à chaque fois, quand il est présenté devant un cas, prendre en état de considération les faits, le droit, mais aussi la personnalité de l'accusé, sa situation concrète. Ça dépend. Par exemple, est-ce qu'un prêtre est obligé de dénoncer si quelqu'un vient se confesser d'un crime? Est-ce que le prêtre, après, il est obligé de le dénoncer à la police? Non, il n'est pas obligé de faire ça parce qu'il a une exception pour les prêtres et c'est dû à quoi? À leur obligation religieuse qui est reconnue par l'État, le secret de la confession. Vous avez entendu parler de ça? Il a une autre exception. Qui d'autre est... Quelle est l'autre profession qui est libérée de l'obligation de dénoncer quelqu'un s'il a commis un crime et il la confesse devant Un psychologue? Avocat? Psychologue, non. Avocat, oui. Le psychologue, dans leurs règles déontologiques, ils doivent préserver le secret des personnes, sauf s'il s'agit d'un crime. Si vous allez devant un psychologue et vous lui dites « Écoutez, je suis désolé, je suis psychopathe et je viens de tuer 150 personnes », il va pas vous guérir, il va vous envoyer en prison parce que vous n'êtes pas dans leur mesure. Par contre, l'avocat est juridiquement tenu par des règles déontologiques des avocats et par la loi à garder en secret les confidences de leurs clients. Par exemple, quelqu'un qui fait partie du crime organisé ou d'une mafia, il peut se confesser à un prêtre, mais il ne peut pas aller devant un psychologue pour lui parler. Et avec son avocat, il peut dire aussi ce qu'il a fait, et l'avocat dira rien. Il peut, mais dans la vie réelle, il ira voir un psychologue et il va lui dire « Si tu parles, je te tue ». Ouais. Mais sinon, s'il parle à un prêtre, oui, il peut être tranquille que le prêtre ne le dénoncera pas, même s'il lui dit qu'il a commis des meurtres ou des choses atroces. C'est la confession parce qu'il est censé parler à Dieu. Mais je sais pas, dans la religion catholique, les confessions sont beaucoup plus souvent que dans la religion orthodoxe, la nôtre, la bulgare. Ici, les gens ne se confient pas tellement aux prêtres. Mais il existe aussi, oui, vous l'avez dit, des infractions qui sont non intentionnelles. Et l'exemple type d'une infraction non intentionnelle, c'est l'accident de voiture. Quand quelqu'un meurt suite à un accident de voiture. Et jusqu'à récemment, c'était censé être vraiment l'exemple le plus typique d'un accident qui peut entraîner la mort, mais sans l'élément intentionnel, c'est-à-dire sans que la personne l'a voulu. Et il n'a pas conduit en voulant tuer quelqu'un, mais il a eu un accident, une catastrophe, et quelqu'un est mort. Par exemple, si après avoir percuté quelqu'un avec sa voiture, on s'enfuit, on n'aide pas la personne qui l'a percuté, il sera encore plus condamné. Là, ça s'appelle les comportements aggravant la peine. Il a des comportements qui aggravent la peine et des comportements qui allègent la peine. Dans l'exemple que vous avez dit, c'est un comportement qui va aggraver la peine
parce que la personne a commis un acte qui a causé un dommage, il n'a rien fait à le réparer, à l'aider. Au contraire, si quelqu'un percute quelqu'un d'autre et s'arrête et fait tout ce qui est en son possible pour l'aider, ça va être un comportement qui va alléger sa peine. C'est pour ça que je vous dis qu'en matière pénale, le juge va considérer pas seulement le droit et les faits, mais aussi tous les faits connexes et toute la personnalité de l'accusé. Vous avez regardé le film, vous avez vu qu'il est souvent dit que la personne va être condamnée à une peine ou non par rapport à ses agissements antérieurs. Est-ce qu'il a commis des crimes avant? Est-ce que c'est une matière de récidive? Est-ce qu'il vient d'une bonne famille? Et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas la même chose si vous allez juger quelqu'un qui a volé des pommes parce qu'il a faim, ou quelqu'un qui les a volées parce qu'il voulait faire le malin devant ses camarades. Vous voyez? C'est le même agissement, et le même fait, le même élément matériel, et le même fait, et le même élément intentionnel. Les deux ont voulu prendre des pommes qu'ils savaient pertinemment qu'ils ne sont pas à eux. C'est-à-dire ils l'ont volé. Mais l'un le fait par nécessité, et l'autre le fait par d'autres choses. Ça va être pris en considération quand on exécute sa peine. Il y a un débat en ce moment en Bulgarie qui est très important. C'est par rapport à la conduite de voiture en état d'ivresse, ou sous l'emprise de drogue, et quand il s'ensuit un dommage ou un accident mortel. Jusqu'à là, dans la pratique judiciaire, c'était regardé comme un crime non intentionnel. Et là, il y a eu des modifications juridiques, des modifications de la loi, qui ont considéré que si le chauffeur qui a causé l'accident a été drogué ou ivre, c'est comme un crime intentionnel. Pourquoi? C'est quoi la logique? Il a intentionnellement mangé ou fumé des matières, des drogues. Oui. Ouais, Mais il n'a pas voulu tuer, il a voulu se droguer. Il s'est drogué, il est monté dans sa voiture, il ne voulait pas tuer, mais c'est arrivé. Pourquoi? Le législateur bulgare a décidé que c'est équivalent à avoir voulu le tuer. Parce que la conduite est plus dangereuse. Parce que l'accident est beaucoup plus grand. Exactement. Parce que le risque est tellement grand, l'agissement est tellement irresponsable de cette personne, que c'est considéré qu'il a dû comprendre qu'il prend un tel risque pour les autres que c'est exactement pareil comme s'il a voulu le tuer. Mais aussi, il prend la décision de prendre la drogue. Oui. Et Est-ce que prendre la drogue en Bulgarie, c'est un crime? ça dépend. Si la drogue est illégale, oui. Mais Est-ce qu'il y a des drogues légales? En Bulgarie, comme l'alcool, je pense. On ne parle pas d'alcool. Ah, On parle de drogue. en ce cas, non. Ils sont tous illégaux, non? Je sais pas. Moi, je pense aussi comme ça. Vous pensez que Il n'y en a pas de drogue légale en Bulgarie. il y a certains médicaments? Médicaments, oui, mais la drogue, non. C'est difficile à faire la différence. Vous savez comment on l'a fait en droit bulgare? Il a une liste qui est dans la loi, et tous les médicaments qui sont dans la liste sont considérés comme étant des drogues et sont illicites, illégales. Ce n'est pas seulement des médicaments, c'est aussi des substances. Par contre, il y a ce qu'on appelle les designers drogues qui circulent sur Internet, et quand ils ne sont pas encore inscrits dans la liste, alors cette liste, bien sûr, est revue régulièrement, on inclut toutes les substances dedans, mais ça c'est le détail. Qu'est-ce que c'est le principe? Être drogué, ce n'est pas un crime en soi.
Bon, C'est votre responsabilité. en ce cas, prendre la décision de chauffer. Conduire. Conduire, oui. De Chauffer, conduire c'est bien. en taxi. Oui. Chauffer, chauffant. De conduire en effet de Oui. cette drogue. On est, exactement. C'est la Oui. Et si c'est notre responsabilité, si on va se droguer ou pas, pourquoi les gens qui le font sont jugés ou mettre en prison? Très bonne question. Pourquoi? Parce que c'est illégal. Si on vous prend en bas à fumer un joint, vous serez jugé. Mais Parce si... que c'est dans une propriété. Non. Mais si vous l'avez déjà fumé et on vous attrape plus tard, et vous ne conduisez pas, mais moi, vous marchez, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas jugé. Pourquoi? C'est quoi qui est interdit? C'est pas la consommation. C'est la possession. C'est la possession de drogue qui est interdite. Si vous avez dans la main le joint, C'est vrai. si vous avez dans la poche l'herbe, si vous avez des piles, la possession de drogue est interdite. La consommation, elle n'est pas interdite elle-même, même si, si jamais vous faites quelque chose en état de drogue, ça va être une circonstance aggravante, la plupart des cas, pour votre responsabilité. Mais si la contribution et la possession de drogue est illégale, j'ai fait quelque chose d'illégal d'avoir ce drogue. Exactement. De l'avoir, oui, mais moi je dois prouver que vous l'avez eu. Alors, je peux prouver que vous l'avez pris, mais vous dites, elle n'était pas à moi, elle a quelqu'un d'autre qui m'a donné, j'ai fait du taf, je suis parti. C'est comme ça que ça se passe. J'en ai arrêté pas mal de gens comme ça. Quand j'étais ministre de la Justice, je m'occupais de ce type d'affaires. Pourquoi la consommation elle-même n'est pas interdite? Parce que finalement, c'est très difficile qu'elle soit prouvée. Pour que je prouve que vous avez pris de la drogue, je dois vous prendre un examen, je vais vous prendre du sang et l'examiner. Ce qui porte atteinte à votre intégrité physique, ce qui veut dire que moi, je ne peux pas le faire en tant qu'autorité légale, je ne peux pas le faire sans aucune raison, juste passer et dire hey, tu as des yeux rouges, viens que je te pique et te prendre du sang. Il faut que vous avez fait quelque chose. Déjà, pour qu'on puisse vous examiner. Vous voyez comment ça marche, la logique? Fumez pas, mais bon. J'ai une question. Oui. J'ai regardé des séries dans lesquelles ils ont vu un thé qui les fait se comporter bizarrement. C'est de la manière de la drogue, je sais pas, mais c'est pas un crime. Si le thé a en soi un élément chimique qui est inscrit dans la liste des drogues, ça va être une drogue. Parce que les substances ne sont pas tellement beaucoup. On les prend, ils les font en thé, en champignons, je ne sais pas quoi, mais en tout état de cause, ils sont bien connus. Ceux qui vous font des effets, vous pouvez chuchoter, le fumer, le boire, ça ne change pas. Mais si vous avez en vous la possession d'un thé qui contient en lui des substances illicites, vous serez jugé comme ayant possession d'une drogue. J'ai une question. Vous êtes très intéressé par ce sujet. Vous m'inquiétez un peu. Je vais vous regarder, je vais vous lever votre sac et regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Dites-moi. Par exemple, dans les bars, toujours nos parents nous disent de faire attention, de ne pas mettre des gens quelque chose dans nos boissons. Et par exemple, si quelqu'un met quelque chose dans ma boisson, je la bois, mais ça se passe rien, je suis bizarre et par exemple je fais une bêtise, mais je ne sais pas que j'ai pris une drogue. Et si la police me voit que je fais une bêtise ou quelque chose, est-ce que je vais être jugée? Parce que c'est pas ma faute que j'ai bu ça.
Ça va être approuvé. Ce qui va se passer dans ce cas, c'est une investigation. Quand vous faites quelque chose de mal, quand vous faites une faute, on vous interroge. La police va vous appeler. Vous êtes présumé innocent. Souvenez-vous du principe. Vous avez fait quelque chose, mais vous êtes présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Ce qui veut dire que la police, ou l'investigateur, ou le procureur, va vous demander, en présence d'un avocat, et vous donner la possibilité de donner votre version du fait, de dire ce qui s'est passé. Vous allez passer un interrogatoire. Ça se passe comme dans les films. Vous vous asseyez dans une chambre, il y a un policier ou un investigateur qui vient et qui commence à vous demander, en général, en Bulgarie, on aime bien faire les gens écrire, on va vous demander à écrire votre version. Et vous allez dire, moi je suis sorti au bar, j'ai vu un tel, je me suis senti mal, je suis sorti et depuis là je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. La police ne va pas vous croire, bien sûr, et ils vont décider à trouver des preuves qui vont confirmer ma version ou au contraire vont prouver que vous avez menti. Donc on va vous prendre du sang. On va voir la substance que vous avez eue dans le sang. On va voir où est-ce que vous pouvez avoir acheté cette substance. On va demander vos proches. Est-ce que vous prenez des choses comme ça? Est-ce que vous sortez souvent dans ce bar? On va aller voir la personne que vous croyez qui vous a mis quelque chose dans le verre. On va l'interroger. On va voir ses camarades, lui. Je suppose que c'est un mec, un homme. On va voir est-ce qu'il a eu contre lui des agissements comme ça. Avant de porter devant un juge, on va établir tous les faits. Et à la fin, on va décider est-ce que vous étiez coupable ou pas. Et tout ça, on va le répéter devant le juge. Le policier, par exemple, finalement, il croit que c'est vous, même qui avez fait la bêtise, ou qui n'est pas responsable, qui est responsable, vous allez devant le juge, et le juge, dans une procédure de contradiction, va vous soumettre encore une fois à un examen. Mais ce que vous dites, c'est très important, parce que, imaginons que c'est vrai, que quelqu'un d'autre vous a mis quelque chose dans votre verre. Et vous avez, en sortant de la boîte de nuit, imaginons que vous êtes dans une discothèque, vous buvez quelque chose, vous ne vous sentez pas bien, vous perdez conscience, vous sortez un pistolet de votre sac et vous tuez quelqu'un. Vous serrez un pas dans la tête. Bien. Vous rentrez chez vous, vous vous souvenez de rien. Le lendemain matin, on vous arrête pour un meurtre, pour un assassinat, pour un meurtre. Alors, mais à la fin, vous serez déclaré pas coupable, parce que ce n'est pas vous-même qui avez pris la drogue. Enfin, c'est quoi qui va manquer au juge pour vous condamner? Est-ce que c'est l'élément matériel ou l'élément moral ou psychologique? Pourquoi on va vous condamner? C'est quoi qui manque? Élément matériel. Vous sortez, vous le tuez. Vous êtes filmé sur une caméra. Pouf, pas une seule, 3 fois, tout. Mais vous n'avez pas voulu le faire. Vous n'étiez pas en position de vos sens. Donc l'élément psychologique sera manquant. Et sans avoir l'élément psychologique, vous ne pouvez pas être condamné. Vous comprenez les 2 éléments? Oui. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce meurtre va être impuni? Peut-être ça va être puni, mais pas pour prison, mais pour quelque chose d'autre. Non, vous ne serez pas puni. Vous n'étiez pas en état de porter une responsabilité parce que vous n'étiez pas en état. Mais celui-là qui est mort, il va être mort pour rien? Je vais être puni, mais pas pour aller en prison. Ne знам как е обществен труд, нали така? Non. Peu importe si vous allez en prison ou vous commettez un travail dans l'intérêt général. Обществен труд, intérêt général. Vous étiez condamné dans ce cas-là, vous étiez déclaré coupable.
Et donc, peu importe qui vous allez en prison ou faire autre chose. Mais dans ce cas, vous ne serez pas déclaré coupable parce que vous ne portez pas la responsabilité de vos actes en ce moment-là. Mais en même temps, il y a quelqu'un avec 3 balles dans la tête. Il y a quelqu'un qui est responsable pour ça. C'est qui? C'est la personne qui a. Qui m'a drogué. Ouais. C'est la personne qui l'a drogué. Mais imaginons, élément matériel, élément psychologique. La personne qui a mis quelque chose dans son verre, il n'a pas tiré. Oui, mais Est-ce qu'il a l'élément matériel? Non. Il n'a pas tiré dans sa tête, c'est elle qui a tiré. Pourquoi vous l'avez tiré? Pourquoi vous l'avez tiré? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Faites gaffe avec elle. Hein? Alors, le monsieur qui l'a drogué, il n'a pas l'élément matériel pour le meurtre. est-ce qu'on ne peut pas compter comme un élément matériel qui m'a drogué parce qu'il a mis la drogue? Bingo. Ouais. Exactement. C'est pas les balles dans ce cas qui l'ont tué. Oui. C'est le fait de mettre quelque chose dans votre verre. Et l'élément psychologique, c'est quoi? qu'il voulait le faire. C'est qu'il Il voulait vous savait, droguer, vous. Oui, Il ne savait pas que vous allez tuer quelqu'un, mais il savait qu'ils allaient vous droguer. Et il va tomber pour un double crime. Premièrement, vous avoir drogué, et deuxièmement, comme responsable indirectement de la mort de ce pauvre monsieur qui est parti par là pour que vous lui balancez, écraser la tête. Ok? J'ai une question. Oui. Parce que je sais que dans certains pays, il y a des limites de possession de la drogue. Je pense qu'aux Pays-Bas, il y a quelques grammes de drogue permis par personne. Ici en Bulgarie, y a-t-on ces limites? Que sont-elles? Très, très important comme question. Voyons comment marche le principe d'égalité, de l'égalité. Qu'est-ce que c'était le principe de l'égalité? La base du droit pénal. Il n'y a rien qui est interdit sans que ça soit expressément inscrit dans la loi, n'est-ce pas? En Bulgarie, toute possession de drogue est interdite. 1 gramme, une cigarette, je ne sais pas si... Oui? J'ai une question. Pourquoi est-ce que j'avais un pote en Bulgarie, il était bulgare, mais il disait si tu avais 4 grammes de cannabis sur toi, t'es fichu. Pourquoi 4? Il vous a mal conseillé. Non, c'était pas un conseil, c'était un... Il a eu, en Bulgarie, la législation a changé. Il y a quelques années, il avait une législation qui, c'était pas qui permettait la possession, elle était toujours interdite, mais on considérait comme un cas qui ne va pas devant le juge la possession d'un gramme ou 2 grammes. Parce que ce qui était surtout interdit, c'est la vente, la distribution. Et on considérait... comment? Le trafic. Le trafic, là, oui. Oui. Le trafic, c'est... On l'appelle le trafic quand on fait rentrer par-delà une frontière. Au sein même d'un espace, c'est de la contribution, c'est la vente qui est interdite de drogue. Mais oui, c'est à peu près ça. Parce que je vous ai dit, la consommation elle-même n'étant pas illégale, on considérait à une époque qu'avoir quelque chose pour consommation personnelle n'était pas punissable. Ça a changé il y a 10 ans et on peut avoir un débat si c'était pour le bien et le mal. Est-ce que je vous ai demandé pour les infos français, mais est-ce que vous regardez les infos en Bulgarie? Parlons des drogues à Singapour. C'est puni de mort, la possession de drogue. Même si c'est 1 gramme, c'est la peine de mort. Oui, c'est vrai. En Indonésie aussi, d'ailleurs. On a la vente de drogue. Est-ce que vous regardez les infos bulgares? Pas vraiment, parce que
Chez nous, on regarde pas beaucoup, mais plutôt peut-être les informations françaises, parce que mon père, quand il vient, toujours il met TV5 Monde, et ça se tourne toute la journée, et je regarde, j'écoute. Et des fois, je pose des questions. C'est très bien, ça. Félicitez votre père, c'est une très bonne habitude. Mais vous vous informez quand même de ce qui se passe dans notre pays, non? Oui. Comment vous vous informez? Est-ce que vous avez entendu parler d'un monsieur qui est le fils d'une personnalité politique bulgare qui s'est fait arrêter la semaine dernière en possession d'une cigarette de marijuana? Non, ça, je pas. Vous suivez pas du tout les infos. C'est incroyable. Comment vous faites? Si je vois sur Et vous? Facebook, je sais. Si je vois pas, je sais pas. Mais vous savez, Facebook, il vous montre ce que vous voulez voir. Donc, vous allez voir, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez voir, mais apparemment, ce ne sont pas les infos. Et vos camarades, enfin, ceux qui sont à votre âge, vous vous intéressez de la politique, au fond de ce qui se passe? Ouais. Oui, Oui. en Bulgarie. Non, pas tellement. Et Pas oui, vous précis. suivez la politique où? Je suis le politique d'Indonésie, je suis le politique d'Amérique et de l'Europe en général. Qu'est-ce qui se passe dans la politique américaine là? C'est quoi l'affaire la plus importante maintenant? Je dirais que l'affaire de... Attends. Voilà. Attends. Regardez, je vous aide. Ah oui, non. Oui, Epstein. Mais aussi, il y avait Donald Trump, il avait détruit la Maison Blanche pour mettre sa balle de danse. Oui, Trump a détruit un des... Non, pas la Maison Blanche, une partie. Une partie, ouais, Il je a dis. renouvelé. Renouvelée. Ouais, l'affaire Epstein, c'est beaucoup plus intéressant. L'affaire Epstein, c'est beaucoup plus intéressant. Mais ceux qui s'intéressent vont voir. Je ne vais pas vous expliquer l'affaire Epstein. Mais regardez, mes amis, vous ne pouvez pas être citoyen avec des droits politiques et civiques sans savoir ce qui se passe. Il faut faire l'effort. En plus, c'est comme les séries Netflix, la politique. Hein. Une fois que tu es dedans, ça devient intéressant. Tu regardes le prochain épisode. Ah, c'est plutôt la géopolitique que je suis comme une série. C'est quoi la question qui vous intéresse le plus? Je sais pas, il y a beaucoup de questions différentes. Oui, dites-moi une. Je suppose que tout ce qui concerne les conflits armés. Les conflits armés? Oui. Le Mais pas conflit... juste un en général. Mais il n'y a pas que ça dans le jeu politique. Oui. On ne peut pas comprendre bien la géopolitique, je crois, sans comprendre bien les forces internes de la politique intérieure des États qui sont impliqués dans ces conflits. Vous ne pouvez pas comprendre le conflit russo-ukrainien sans connaître un peu, au moins, comment la politique va en Ukraine, en Russie, aux États-Unis, ou au sein de l'Europe, et ainsi de suite. Mais d'accord, c'est bien. Il y a aussi le Moyen-Orient, il y a l'Afrique. Exactement. C'est très bien, Mais moi, je m'adresse à mes compatriotes bulgares. Mes chers compatriotes. Qu'est-ce qui se passe dans la politique bulgare? Hein? Vous regardez les infos, non? Vous lisez un peu les sites d'information? J'ai compris que la télé, ça ne vous intéresse pas. J'ai vu la télé, c'est bien. Mais enfin, les sites des infos. C'est quoi le site informatique que vous consultez le plus souvent? Twitter et Telegram. Les médias sociaux ne sont pas des sites informatiques. Ce n'est pas la même chose. Le travail journalistique n'est pas exactement la même chose que les réseaux sociaux. Je préfère. C'est votre droit. Moi, je vous dis juste que c'est pas le même esprit. Le plus souvent, je lis dans le site de la télévision nationale bulgare, BNT.
Oui. Et la BTV, la Oui. télévision bulgare. C'est-à-dire les sites d'information liés aux télévisions. Je plutôt lis dans les sites, je regarde pas de la télévision parce que je n'ai pas cette habitude de regarder. C'est plus facile pour moi de lire de temps en temps. D'accord, mais vous lisez quoi? Je lis ce qui s'est passé ce jour-là ou un peu avant quand quand je vois un titre intéressant, j'ouvre cet article et je commence à lire. D'accord. C'est quoi le titre l'intéressant que vous avez vu la semaine dernière? La semaine dernière, je ne me souviens pas, mais cette semaine, j'ai lu qu'avec le Nouveau, ma ville, un chauffeur a confronté un autre plus jeune chauffeur sur la route. D'accord. Et Qu'est-ce qui s'est passé? Le plus jeune chauffeur, je pense que s'est arrêté dans quelque part et le plus vieux, le chauffeur le plus vieux a essayé de le surpasser, mais il n'avait pas de l'espace, je pense. Et oui, il est sorti de sa voiture et entré dans une confrontation avec le plus jeune. D'accord. Je pense, je ne me souviens pas si c'était exactement la situation, mais il est similaire. D'accord. Bon, il faut regarder quelques sites. On ne peut pas faire de l'éducation supérieure, qui est l'éducation à l'université, sans avoir une culture de ce qui se passe autour de nous. Ça va pas comme ça. En plus, vous êtes dans une spécialité où vous apprenez la langue, la politique, l'économie. Ce sont des sciences sociales, mes amis. Et la science sociale, c'est une société. Et cette société-là, elle a ses informations. Vous devez les connaître. Non? Pour la prochaine fois, je vous donne un exercice. Je vous ai donné des bouquins, je vous ai donné à regarder les infos français, mais je vous demanderai aussi à regarder et à m'expliquer la prochaine fois, dans un bon français, le débat qui se passe en Bulgarie autour du budget 2026. Qu'est-ce que c'est le budget 2026? On a fait du droit constitutionnel. Le Parlement, maintenant, ils vont voter une loi. Cette loi s'appelle le budget. Qu'est-ce que c'est le budget? Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que c'est le budget? La distribution de... Comment c'est facile? Budget. Da. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? En bulgare aussi, budget. On a eu des budgets avant l'eurozone. On va rentrer à l'eurozone maintenant. Mais on a eu des budgets avant. On a un budget chaque année. Qu'est-ce que c'est le budget? C'est l'argent avec lequel on va distribuer pour l'année. Très bien. C'est la loi des finances que chaque État adopte chaque année. C'est la loi la plus importante parce que derrière cette loi, il y a l'argent qui va financer toutes les politiques. Et quand je dis toutes les politiques, la lutte contre la criminalité, l'aide médicale, l'éducation, tout.
c'est dans la loi des finances. Budget, c'est synonyme de loi des finances. Et si on doit être exact, on va même dire loi des finances publiques, avec un S à la fin. Les débats ont commencé aujourd'hui. Ils vont se tenir à l'Assemblée générale dans les jours qui suivent. L'Assemblée nationale bulgare siège 3 jours par semaine. Mercredi, jeudi et vendredi. Aujourd'hui, on est mardi, on aura les commissions parlementaires. Demain et après-demain, ils vont commencer à débattre ça dans l'Assemblée nationale. Maintenant, à l'Assemblée, ça va prendre des journées et des heures. Mais tous les jours, à partir d'aujourd'hui jusqu'à le mardi prochain où on se voit, 11 émissions des infos, il y aura quelque chose qui est dit pour le budget. Qui est pour, qui est contre, qui va protester, qui est content, qui n'est pas content. Je veux que vous me suivez ça et vous me le racontez mardi prochain. Vous n'avez pas entendu la tâche, oui. Mais ça fait rien parce que la dernière fois vous l'avez entendu et vous n'avez pas fait quand même. Alors ça ne vous fait pas grand chose. Je vais faire tout maintenant. Allez, voyons voir. Voyons voir. Oui, vous dites, vous pouvez me dire dès maintenant? Dites-moi en français. Dites-moi pourquoi un cirque? Parce que j'ai vu la semaine dernière ou quelque chose comme ça, et un des ministres, j'ai dit des autres qu'il ne pas faire les milliardaires de payer la même taxe comme les autres. Et les autres ministres j'étais tout et comme toujours. C'est bien, et qu'est-ce que vous en croyez? Est-ce qu'elle avait raison ou les autres qui l'ont sifflé avaient raison? Pour moi, le ministre qui a dit que ce n'est pas faire les milliardaires doivent payer plus, ça vous semble juste? Oui. Bon, ben voyons voir. Alors, budget pour la semaine prochaine. Budget, les livres avant Noël. Le discours de M. Badinter, c'est lui qui va le faire et vous allez faire le discours de Mme Simone Veil. Oui. Ok? Et vous voulez partir maintenant? Non. Ça c'est pour vous. J'aimerais que vous faites en fait, regardez bien, et puis la prochaine fois, on va discuter qu'est-ce que vous allez photocopier. Mais regardez bien et c'est bien. Quand vous faites quelque chose qui est c'est bien réglementé dans la loi. Par exemple, ils ont droit, quand la sa voiture, à le tester pour alcool et pour par ailleurs, vous pouvez refuser. Vous pouvez dire non, mais là, il y aura d'autres procédures qui vont suivre. Je vous le conseille pas. Bien sûr. En tout état de cause, c'est très important comme question parce que ça me permet de vous montrer le principe de l'égalité. Chaque restriction de votre liberté, chaque fois quand on vous oblige à quelque chose que vous ne pouvez pas faire, ça doit être inscrit dans la loi, sinon ils n'ont pas le droit de le faire. Ils peuvent le faire parce qu'une loi a dit qu'ils peuvent le faire. Moi, c'est просто да спорите. Au revoir, c'était un plaisir de vous voir. Lisez bien. Да знаете колегата ми Кристиян ще да вземе да копира. Не. Той вече рече. Приятели от Търново, аз на теб съм ти дал за да Кристиян за друго да дадеш. Преди да почнеш да фотокопираш, преди да почнеш да фотокопирате, искам да прегледаш добре учебника и другия път
заедно с теб да решим кое ще фотокопираме. Добре. Окей? И ще говорим за бюджета. Защото в парламента не могат да се говореше за еврозоната и според вас България нуждае се от еврото, от еврозоната или по-скоро? Не само, че се нуждае, а и няма да бъде трудно, защото ние сме в еврозоната, фактически. Elle a dit qu'on n'avait pas le temps. Donc c'est abandonné? Non, Je crois pas. Je crois que ça va être la semaine prochaine, mais je vais Sorry.
de